Troisième grand thème de notre forum, bien évidemment, l'innovation. Et pour l'innovation, nous nous dirigeons vers le Maroc. Comment l'innovation digitale peut accélérer le développement de l'écosystème numérique au Maroc? Pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir Mohamed Orani, président directeur général de HPS, High Tech Payment System. Bonjour. Bonjour monsieur, bienvenue pour cette séquence dédiée à l'innovation au Maroc. Et vous êtes aux côtés donc de monsieur Abdou Diop, managing partner de Mazars Maroc. Bonjour, bonjour à tous ceux qui nous suivent d'ici et d'ailleurs. Merci beaucoup. Bien, donc à tous les deux, l'objectif, effectivement, je le disais, c'était d'évoquer donc la question de l'innovation au Maroc. Il est l'un des premiers pays du continent à avoir adopté une stratégie de transformation digitale dès 2013 avec Maroc numérique 2013, puis un nouveau plan avec le plan numérique 2020 et depuis donc des efforts considérables des pouvoirs publics et des opérateurs privés pour avoir des avancées en matière de transformation digitale sur le Maroc. Nous allons faire le point là-dessus aujourd'hui au travers donc de vos expériences respectives. Et je vais commencer par m'adresser donc à Mohamed Orani. Mohamed Orani, donc vous êtes, comme je le disais, président directeur général de HPS, une entreprise que vous avez vous-même créée en 1995, une entreprise qui aujourd'hui a donc un succès mondial dans la tech, finalement une des pionnières des startups au Maroc. Est-ce que vous pourriez déjà vous présenter rapidement et nous donner votre pensée par rapport au rôle que joue l'innovation dans un secteur aussi concurrentiel que celui de la monétique, qui est votre secteur? Effectivement, HPS est une société marocaine, une siège social au Maroc, mais nous avons pas mal de filiales à travers le monde, dans plusieurs pays. Et notre mission aujourd'hui, nous sommes un fournisseur de technologies de paiement. Donc, nous nous adressons principalement aux banques et en général à toutes les institutions financières et nous leur proposons une solution, donc un logiciel qui leur permet de gérer leur système de paiement de A à Z, donc sur toute la chaîne de valeur. Et effectivement, quand on a une offre de ce type-là, c'est-à-dire avec un logiciel, la grande question qui se pose, c'est comment maintenir ce logiciel à jour par rapport à toutes les évolutions technologiques d'une part, mais également par rapport à toutes les évolutions business au niveau du marché du paiement, parce que ça change également de manière pratiquement quotidienne, mais également un troisième vecteur de changement qui est la réglementation, que ce soit la réglementation internationale quand il s'agit de systèmes comme Visa ou Mastercard ou autres, ou alors carrément donc, la réglementation nationale dans chacun des pays, notamment par les banques centrales. Donc nous avons une politique très très volontariste en matière d'innovation, et donc nous avons un budget de recherche et développement annuel de l'ordre de 14% à 16%. Donc, monsieur Orani disait à l'instant que ce qui avait fait le succès de HPS en matière d'innovation, c'est vraiment cette volonté d'investir dans la R&D depuis le début du lancement en 1995 de son entreprise, investir dans la R&D, dégager des fonds et à mettre l'innovation au cœur de sa stratégie. Donc, vous-même, Abdou Diop, vous êtes managing partner de Mazars Maroc, un cabinet de conseil et d'audit international. Vous donc connaissez depuis plus de 25 ans l'expérience donc des grands groupes marocains et en 2019 vous avez d'ailleurs publié avec la Tribune Afrique un policy paper sur le Maroc, future digital nation africaine. Alors j'ai envie de vous poser la question, quels sont les principaux constats révélés dans ce livre blanc et où en est-on aujourd'hui? Oui, je pense que, en tout cas, merci de me donner la parole pour partager cette expérience marocaine et aussi de me permettre d'être à cette tribune avec M. Orani de HPS, qui est un de ces champions de l'innovation au Maroc, puisqu'effectivement, il a fondé une structure qui est devenue maintenant un champion international. Ah oui, clairement, aujourd'hui, il faut le dire, le Maroc a mis en place tous les outils et mécanismes qui lui permettent
de se prévaloir d'être une digital nation et surtout de pouvoir attirer cet écosystème d'innovation dans les meilleures conditions. Quand je dis tous les outils, d'abord le cadre institutionnel, hein, puisque effectivement, dans l'introduction, vous avez parlé de la stratégie importante numérique que le Maroc a lancée, mais cette stratégie, bien sûr, a un soubassement derrière avec toute la partie infrastructurelle qui est venue accompagner, parce que dans l'innovation, en particulier sur les sujets digitaux, l'infrastructure est un élément clé. Vous ne pouvez pas vous développer si vous n'avez pas derrière les outils technologiques et les réseaux qui vous permettent justement de favoriser cette innovation. Et quand je dis cadre institutionnel, c'est aussi la réglementation, c'est aussi les acteurs, puisque on a une agence de développement du digital qui joue un rôle extrêmement important dans cette dynamique et dans cette vision et dans cette stratégie digitale. Bien sûr, cette agence du digital est adossée à un ministère en charge de l'économie numérique. Ça aussi, c'est extrêmement important. Ça veut dire vraiment que ça fait partie de la stratégie gouvernementale et de la stratégie nationale. Et bien sûr, derrière, j'ai parlé d'infrastructures, mais aussi toutes les plateformes qui permettent aux startups, aux entreprises de se développer, à savoir les technoparcs, les technopolis, etc. Donc ça aussi, c'est très important. Et derrière, pour accompagner la R&D, parce que comme l'a dit Simon Medorani, la R&D est essentielle, tout ce qui est fonds pour le numérique, et avec le Maroc Numérique Fund, que ce soit le premier ou le deuxième, qui sont venus accompagner le dispositif. Donc tout ça mis ensemble crée un cadre institutionnel extrêmement favorable, adossé à la stratégie, adossé à l'infrastructure. Après, bien sûr, il faut dérouler une feuille de route, et bon, on reviendra peut-être dessus après, mais il y a une feuille de route très claire avec un certain nombre de priorités qui permettent justement de construire cette Digital Nation, de se donner les moyens d'être un des champions de l'innovation et du digital sur le continent africain. Merci. Alors, Monsieur Orani, justement, pour devenir cette Startup Nation, cette Digital Nation, quelle est la feuille de route à la fois, bien sûr, au niveau des institutions, y compris royales, mais également au niveau de la CGEM, dont vous êtes l'ex-patron, patron donc des patrons? Je crois que le mieux est de prendre comme point de départ, comme référentiel, le nouveau modèle de développement qui a été présenté à Sa Majesté il y a quelques semaines et qui, justement, parmi les points qu'il traite, en grande priorité, il parle bien sûr de l'innovation. Et il est recommandé dans ce rapport de mettre en place un système, justement, marocain d'innovation très, très cohérent qui a un double objectif. D'abord, permettre à toutes les entreprises dans tous les secteurs de pouvoir introduire l'innovation dans leur démarche quotidienne en termes de conception de produits, en termes de process de fabrication, en termes de commercialisation et toute la chaîne de valeur des différentes entreprises et des différents secteurs. Et le deuxième objectif est également de mettre en place un environnement favorable à l'émergence de start-up dans notre pays, parce que nous avons besoin également de sociétés innovantes qui apportent, je dirais, les solutions adéquates aux différents secteurs, que ce soit pour le gouvernement, tout ce qui est e-gov, mais également pour tout ce qui est secteur privé, et notamment les secteurs, je dirais, prioritaires de notre pays. Et donc, un tas de recommandations ont été émises dans le cadre de ce rapport. J'en citerai quelques-unes, notamment un élément essentiel, je pense, qui est au cœur de l'innovation, c'est le facteur humain. Donc nous devons favoriser justement l'esprit d'initiative et l'esprit, je dirais, de créativité, si j'ose dire, au niveau de l'enseignement. Il faut aussi, puisqu'on parle du digital, il faut suffisamment de ressources qualifiées en matière de digital, donc des ingénieurs principalement. Nous en formons pas mal aujourd'hui, mais ce n'est pas suffisant. Donc nous avons
besoin d'augmenter un petit peu la quantité de ces ingénieurs, mais également nous devons permettre à tous les citoyens marocains d'acquérir un minimum de connaissances et de compétences en matière digitale, ne serait-ce qu'en tant qu'utilisateur. Donc ça aussi, c'est un effort qui n'est pas négligeable. Dans ce facteur humain, je pense que ce sera l'occasion de donner à la femme sa place, au moins dans ce secteur, parce qu'on a, dans la plupart des grandes écoles aujourd'hui au Maroc, on constate qu'il y a parfois plus de femmes que d'hommes dans les différentes écoles. Et on constate aussi que, en général, les meilleures notes sont obtenues par les femmes. Donc, ce sont quand même des compétences que nous devons absolument intégrer dans le processus de digitalisation de notre pays. Mais pas uniquement en termes d'environnement. Il est très clairement recommandé dans le rapport sur le nouveau modèle de développement de mettre en place un système de crédit impôt recherche, parce que je pense que c'est quand même quelque chose qui va beaucoup aider, je dirais, les entreprises à investir dans l'innovation, dans les différents secteurs, comme je le disais tout à l'heure. Et il y a aussi d'autres recommandations importantes, telles que par exemple, favoriser l'achat du local, c'est-à-dire tout ce qui est start-up, il faut quand même leur donner la chance d'avoir des projets. Donc ça aussi, c'est un élément qu'on doit intégrer dans notre mise en œuvre. Sans oublier aussi l'ouverture sur l'étranger, parce que si je prends l'exemple de HPS, le savoir-faire marocain aujourd'hui dans le domaine du paiement, donc ce qu'on appelle en français la monétique, en fait, il vient quand même d'une collaboration dans les années 80, 1983, 1984, donc entre le Maroc et la France, dans le cadre d'une JV qui a été créée à l'époque par une société qui s'appelait Sligos, qui est aujourd'hui Atos en France, et une société marocaine qui ont créé justement une solution à l'époque qui a été commercialisée dans pas mal de pays, et ça a donné lieu à ce savoir-faire commun franco-marocain, c'est ça. Et donc, je pense qu'aussi, il ne faut pas être chauvin, il faut s'ouvrir, il faut favoriser le co-développement, il faut favoriser la collaboration, etc. Donc, voilà un peu quelques grandes orientations que nous avons relevées dans le rapport sur le nouveau modèle de développement. Très bien, merci beaucoup. Si je résume, on a parlé donc de la R&D, on a parlé donc des talents et finalement d'une éducation qui soit plus inclusive, à la fois de bonne qualité dans le digital, mais plus inclusive, intégrant bien sûr de manière plus forte les jeunes filles, qui est un sujet effectivement dans le digital mondial, puisque mondialement la question de la part des femmes dans le monde digital se pose tout à fait. Ensuite, troisième point, la question de la fiscalité, vous avez parlé du crédit impôt recherche, et enfin la problématique de l'internationalisation. Du coup, je vous remercie. Je vais me tourner vers Abdou Diop. Donc je parlais tout à l'heure donc du patronat, de la CGEM. Vous-même, vous êtes président de la commission Afrique de la CGEM, donc la confédération du patronat marocain. Donc vous avez une vision à la fois marocaine, fort votre expérience, et puis aussi panafricaine. Quel est le rôle du secteur privé pour vous, et quelle est la spécificité? Comment est-ce que vous voyez justement l'action du secteur privé marocain lui-même? Je pense que cette dynamique de développement telle qu'elle a été présentée par Sima Medorani et ses enjeux, le secteur privé doit y jouer un rôle extrêmement important, parce que c'est vrai qu'il y a le secteur public qui va gérer la partie administrative pour faciliter l'administration digitale et fixer le cadre réglementaire et aider à développer les infrastructures. Mais tout ça, c'est d'abord le secteur privé qui, dans le cadre souvent de partenariats public-privé, va accompagner cette dynamique, que ce soit dans l'infrastructure. Aujourd'hui, le développement de la recherche et développement, les infrastructures, c'est le secteur privé qui est un premier levier moteur. La formation, le secteur privé doit accompagner, parce que le public n'est pas à même de former en nombre suffisant les acteurs dont on a besoin. Aujourd'hui, comme on le voit, nous sommes sur un marché extrêmement concurrentiel. L'ancien ministre de l'économie numérique, du commerce et de l'industrie le disait, il y a un pillage de la ressource
en particulier des ingénieurs informatiques. Donc, il faut que le privé puisse aussi accompagner cette formation pour avoir le maximum de talents qui puissent aussi servir le Maroc et l'Afrique. Également, aujourd'hui, on parle beaucoup de l'indépendance numérique sur la donnée, hein, la construction de data centers, les sujets de cybersécurité. C'est des sujets où le secteur privé doit jouer un rôle leader pour pouvoir justement apporter des solutions pour le pays et apporter des solutions aussi de manière plus large pour le continent, parce que c'est un vrai débat aujourd'hui sur la gestion de la donnée, et c'est ce qui fait que de plus en plus les pays africains, avec le Maroc qui a démarré depuis un certain temps, veut son indépendance pour garder sa donnée dans le pays. Et aujourd'hui, les investissements dans les data centers, c'est un sujet qui est très important pour toutes les nations, en particulier les pays africains. Là où aussi le secteur privé va jouer un rôle important, c'est comment le secteur privé va accompagner toute la dynamique de smart cities, etc., qui aujourd'hui est aussi un enjeu important pour le développement, l'urbanisation, l'inclusion au niveau national et au niveau continental. Et ne l'oublions pas, aussi le privé est d'abord un privé industriel. Donc aujourd'hui, toute la dynamique de l'industrie 4.0, donc ce que dans le rapport on appelait Tech for Growth, donc la tech qui va accompagner le développement économique, ben, c'est le secteur privé qui doit être le moteur pour pouvoir justement introduire cette industrie 4.0 au sein de l'économie marocaine. Donc, il y a un rôle très important que le secteur privé doit jouer pour accompagner cette digitalisation. Et ce rôle est un rôle moteur dans le cadre de l'économie marocaine et de manière plus large dans l'économie africaine. Donc, voilà un peu les quelques pistes sur lesquelles le secteur privé va avoir, en tout cas du point de vue de la CGM, un rôle important à jouer dans la dynamique de construction de cette Digital Nation marocaine. Madame Delphine Chen, je voudrais juste rajouter un point, si vous le permettez, oui. Sur les ressources humaines. L'expérience de HPS aujourd'hui, c'est que nous avons à Casablanca une quinzaine de nationalités. C'est-à-dire, en fait, quand on a besoin d'une ressource qu'on n'arrive pas à trouver sur le marché marocain, ben nous avons le marché international pour aller nous trouver les bonnes compétences qui nous conviennent. Et en plus de cela, le grand avantage, c'est que nous avons une vraie diversité culturelle au sein de notre entreprise. Quand vous avez 15 nationalités dans une même équipe, imaginez un petit peu le niveau d'ouverture sur le plan culturel que pourrait avoir une équipe de ce type, sachant en plus que aujourd'hui, nous sommes présents dans 90 pays sur les 5 continents. Donc nous avons besoin de cette multiculturalité, si j'ose dire. Et donc, le problème des ressources humaines est un problème, bien sûr, crucial, mais je pense qu'il faut d'un côté procéder à tout ce qu'il faut pour former suffisamment, avec la qualité requise, mais également, en attendant, et peut-être pour toujours, penser également à attirer des compétences étrangères. Donc, il faudrait que notre marché marocain soit attractif pour ces compétences, comme le font tous les pays, y compris les grands pays, comme les États-Unis, par exemple, où plus de 30% des ressources de la Silicon Valley ne sont pas des Américains. Donc je pense que la problématique des ressources humaines doit être traitée dans sa globalité, avec un esprit d'ouverture sur les ressources dans le monde entier, et nous devrions être capables de les attirer dans notre pays. Et ça, justement, je rebondis sur ce que vous dites. Est-ce que ça fait partie est-ce que ça fait partie des plans stratégiques, justement, d'attirer cette connaissance, cette expérience et ces profils de l'international? En 2021, pour la première fois, donc, a été créé un ministère de la transformation numérique. Dirigé donc par Madame la Ministre. Quelle serait, selon vous, est-ce que justement la question du fait de faire venir ou d'avoir cette stratégie RH internationale, de s'ouvrir encore plus sur l'international, devrait faire partie des prochaines étapes cruciales pour accélérer la transformation digitale du pays? Je pense que oui, bien entendu. Je pense que c'est un paramètre qu'il faut absolument intégrer dans la stratégie.
Et ce que je peux dire à ce niveau-là, c'est que déjà, je pense que le Maroc est très attractif. Quand on prend par exemple les salaires au niveau de notre secteur aujourd'hui, ben, ce sont les salaires un peu qu'on retrouve partout. Il ne faut pas croire que c'est moins cher au Maroc qu'en France ou qu'ailleurs. Donc nous avons une attractivité en termes de rémunération et autre avantage. Nous avons également une attractivité par rapport à la qualité de la vie. Vivre à Casablanca, c'est quand même assez agréable. Il y a tout ce qu'il faut pour un étranger de se retrouver dans un milieu favorable à une expatriation, si j'ose dire. Mais il n'y a pas de frein particulier. Très bien, merci. Je me tourne à nouveau vers Abdou Diop. Donc, Mazars est effectivement un cabinet de conseil et d'audit international dans lequel, justement, les équipes sont en général internationales et vous le représentez d'ailleurs. Qu'est-ce que vous voudriez, comment vous voudriez compléter ce que vient de dire Mohamed Orani et quelle est, vous, votre vision, justement, sur cette dimension d'internationalisation comme levier d'une réussite de politique d'innovation ? Je pense que c'est quelque chose qui est essentiel. C'est vraiment, il faut avoir cette multiculturalité et avoir les ressources où est-ce qu'elles sont. Et c'est un peu ce que nous utilisons, nous, en tant que Mazars, sur le continent africain. Nous travaillons à partir de hubs avec des entreprises, avec des talents multiculturels. Quand on regarde aujourd'hui toute notre structure, notre business unit qui s'occupe de tout ce qui est technologie, médias et digital, nous avons des équipes qui sont représentatives de différents pays du continent et nous travaillons sous forme de hub. C'est-à-dire que là où sont les talents, on va les chercher là-bas et s'il faut les localiser quelque part, on les localise là où ils sont, sachant qu'aujourd'hui, de plus en plus, on a la capacité, et la crise du Covid nous l'a montré, de travailler en équipe internationale étant éparpillés sur différents endroits. Donc, il est clair qu'aujourd'hui, c'est un élément clé. Et le Maroc, aujourd'hui, en tant que hub, à la fois d'éducation, à la fois de destination, à la fois d'innovation, a ce rôle d'agrégation de cadres multiculturels. On le voit dans le domaine de l'offshoring, on le voit dans le domaine du digital. Ce sont des éléments extrêmement importants et qui vont permettre de pouvoir rattraper le gap en termes de nombre d'acteurs conformes. Mais toujours est-il que ça ne peut être qu'une solution, à mon avis, temporaire. Il faut quand même qu'on renforce de manière très forte notre formation dans le digital, qu'on irrigue le primaire, le secondaire, qu'on réforme nos systèmes éducatifs pour que, d'une part, le digital, d'autre part, l'entrepreneuriat, soient des éléments essentiels du système éducatif. Et comme je le dis, oui, on va continuer à nous prendre des ingénieurs, des techniciens en IT, mais la problématique n'est pas le fait qu'on nous les prenne et qu'ils s'expatrient. La problématique, c'est qu'on n'en forme pas suffisamment. Donc, à un moment, il faut quand même qu'on ait cet effet de masse qui permette à la fois de servir nos économies et de servir aussi le continent et le reste du monde, tout en attrayant des talents pour qu'il y ait cette mixité culturelle. Donc, voilà un peu ce que je voulais dire. Les talents sont essentiels dans l'innovation. Il faut en former suffisamment pour que notre économie puisse en bénéficier au maximum. Très bien, je vous remercie pour ces éléments. Donc sur l'innovation au Maroc, tout à l'heure, M. Orani a mentionné la question de la donnée qui est effectivement très importante. Et donc le Maroc s'est doté d'une commission nationale de contrôle de la protection des données, dont nous allons écouter maintenant le président, M. Omar Sechouni, qui va échanger et évoquer la question de la continuité juridique au service de l'innovation digitale. On l'écoute tout de suite. Merci. Bonjour, je vous remercie pour votre invitation. Que signifie la continuité juridique? Et pourquoi cette continuité juridique? Et qu'est-ce que ça a à faire avec l'innovation? Et à quelles problématiques cela vient répondre? Aujourd'hui, la protection des données à caractère personnel est parfois considérée par le seul angle conformité réglementaire, c'est-à-dire
un ensemble de formulaires à renseigner ou un ensemble de dispositions à prendre. Et selon le cas, selon que l'on soit dans un régime déclaratif comme nous l'avons au Maroc, c'est à transmettre à l'autorité de contrôle qui va instruire le dossier. Et si on est dans un régime où l'accountability, la responsabilisation est mise en avant, comme avec le RGPD en Europe, c'est le responsable de traitement, l'entreprise qui gère les traitements de données à caractère personnel, qui garde un certain nombre de documentations chez elle et qu'elle présentera à l'autorité de contrôle si jamais elle est sujette à un contrôle. Donc, cette façon de faire peut paraître à certains moments comme étant une véritable usine à gaz, inadéquate avec l'esprit d'agilité qui souvent est porté par les startups et par les environnements d'innovation. Ce qu'il faut considérer, c'est que la protection des données à caractère personnel, il ne faut pas la traiter à la fin du projet, quelques jours avant la mise en production, avec une connotation réglementaire forte. La protection des données à caractère personnel doit être perçue comme une hygiène de vie, comme un état d'esprit, comme une façon de faire à considérer très en amont, et c'est ce qu'on appelle la privacy by design, qui aujourd'hui est un des principes piliers de la protection des données à caractère personnel, c'est-à-dire imaginer le risque et apprécier le risque sur la vie privée bien en amont, très en amont, pour éviter de se retrouver dans des situations difficiles en fin de projet. Les données à caractère personnel, en fait, aujourd'hui, sont un peu le moteur d'une nouvelle économie, l'économie du digital, mais on ne va pas faire de la palissade. Aujourd'hui, il y a un discours très galvaudé sur l'importance du digital et le renforcement du digital par le fait de la pandémie, etc., etc. On va aller direct au but. Les technologies nouvelles génèrent ou contribuent à générer un ensemble de données. Et donc, c'est les usages autour de ces données qu'il faut considérer. On ne réglementera pas une technologie. Par contre, on essaiera d'encadrer un usage. Si vous avez une voiture et que sur votre compteur, vous avez 180 km/h, ce n'est pas pour autant que vous roulez à 180 km/h. Selon le code de la route du pays où vous circulez, vous aurez 120 km en limitation de vitesse sur les autoroutes, ou 130, ou autre chose. Et dans les villes, ça sera 50 ou 60 pour rouler de façon modérée, parce que l'usage de la voiture dans un périmètre urbain nécessite certaines précautions. Au niveau des données et des technologies, c'est la même chose. Il ne faut pas se laisser aller à une démarche qui est purement technologique parce qu'une caméra dispose de reconnaissance faciale et qu'elle vous permet de stocker un ensemble d'informations, alors il faut utiliser à tout prix toutes les fonctionnalités de cette caméra. C'est ça qu'il faut prendre en compte. Et comme la chose est nouvelle, parfois on se laisse aller à l'efficacité technologique en oubliant si la façon avec laquelle on utilise cet appareil est adéquate. Donc, ce qu'il faut considérer aussi, c'est que pour une jeune pousse, la conformité a un coût qui parfois est difficile à supporter. D'où l'intérêt d'avoir des discussions et à la CNDP au Maroc, nous essayons d'initier des discussions avec les startups pour justement packager la dimension conformité dans des solutions acceptables économiquement et en termes de ressources. Et je vais terminer avec ce que l'on a lancé au Maroc sous le nom de programme Data-Tiqa. Data-Tiqa, Tiqa en arabe, c'est trust, c'est la confiance. Donc, c'est la confiance en la donnée. Ou avec notre partenaire, et donc nous avons aussi bien de grandes institutions que des associations que des entreprises de taille moyenne ou petite qui adhèrent à ce programme parce qu'on traite au moins deux aspects. Le premier aspect qui est leur conformité de la manière la plus fluide possible et le deuxième volet sur lequel je conclurai
qui est de considérer qu'on leur demande d'oublier la loi. Ils oublient la loi, on fait un brainstorming, on regarde quel est leur vrai besoin, quel est leur roadmap, leur feuille de route en termes de données, et on essaie d'imaginer des solutions d'accompagnement qui les tirent vers le haut de la conformité sans pour autant les freiner, les ralentir ou les gêner dans leur développement. Et on a mis, à l'instar de certaines autorités, notamment l'autorité du Royaume-Uni, des mécanismes d'expérimentation, de bac à sable, de sandboxing, qui nous permet, même quand il n'y a pas de législation claire ou de réglementation claire par rapport à une nouvelle technologie, de la mettre sous le couvert de l'expérimentation et d'envisager de façon convenue de ce qu'il faut en faire après avoir touché les choses dans le concret. Donc, en résumé, la protection des données ne doit pas être et ne sera pas un frein à l'innovation. Elle ne sera pas non plus un alibi pour calfeutrer la fraude. Merci.